Samedi 13 juin 2020, de l'an de grâce 2020, l'année donc qui a été notée 20 sur 20, c'était sans compter sur l'inconnu, sur l'invité surprise coronavirus qui est venu nous prouver que 20 plus 20 donne 40 et nous sommes tous en quarantaine. Bonsoir mesdames. Bonsoir messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Dans le cas de cette émission, Parlons peu, parlons vrai, nous sommes sur Nour Télévision, la chaîne au service du développement. Samedi dernier, nous avons parlé d'éducation et aujourd'hui, on sera toujours dans le domaine de l'éducation, mais cette fois en ce qui concerne la formation. Et le thème de notre débat du jour, je dirais pas débat, mais l'émission du jour, le thème central sera concentré sur la formation. Quelle formation pour quel emploi ? Et pour en parler cet après-midi sur ce plateau, mesdames et messieurs, on a des éminences, on a des responsables d'entreprise, mais aussi des chercheurs, des enseignants, ceux qui sont très introduits dans le milieu de l'éducation. Le premier, il nous vient d'une entreprise qui s'occupe du placement du personnel. Cette entreprise s'appelle Emploi Stage Gabon. Elle est représentée ici par monsieur Jean-Christophe Génis Tamba. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous cet après-midi. Je signale que vous deviez être là avant le début, enfin au démarrage, la reprise de ce programme, oui. Mais vous avez été bloqué à Dubaï dans le cadre de vos affaires et vous faites partie de cette vague de citoyens gabonais qui ont été rapatriés par l'État. Mais est-ce que vous pouvez dire bon, merci au gouvernement là maintenant? Bon, déjà, je vais préciser, il s'agit là du fondateur de Emploi Stage Gabon. Moi, je suis le représentant. D'accord. Donc c'est lui qui est bloqué en ce moment à Dubaï. Ah, il est toujours à Dubaï. Il est toujours à Dubaï en ce moment. Alhamdoulilah, on espère qu'il y reviendra bientôt. Parce qu'il y a une deuxième vague qui est donc en partance pour ramener les citoyens gabonais qui sont bloqués à l'extérieur. Oui, en fait, la difficulté n'est pas à ce niveau-là. Il est parti pour un contrat de travail. D'accord. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore terminé. C'est pourquoi il est là-bas. D'accord. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas être là pour le moment. D'accord. Oui. Ok. Ça marche. Emploi et stage du Gabon, c'est l'entreprise que vous représentez sur le plateau dans le cadre de notre émission du jour. Oui. Vous êtes assis à côté de monsieur Ouatta Félix, qui est enseignant, chercheur, doctorant en économie forestière. Bonsoir, grand frère. Bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que le coronavirus ne nous a pas permis d'être en contact avec vous. Et étant donné que vous étiez confinés, c'était très compliqué pour nous de vous avoir sur le plateau. Dieu merci, vous êtes là aujourd'hui. Doctorant en économie forestière, je suis un peu subjugué, je voudrais vous appeler docteur, mais l'économie forestière, c'est quoi pour ceux qui nous regardent? Parce que vous êtes là dans le monde intelligible, mais ceux qui nous regardent, qui sont dans le monde sensible, ils voudraient savoir ce que c'est que l'économie forestière. Merci de la question. L'économie forestière n'est rien d'autre qu'une partie, une branche de l'économie qui s'occupe de tout ce qui est lié à la gestion de la forêt. Et vous vous souviendrez que dans le contexte du Gabon, les plus hautes autorités avaient eu à émettre le vœu de devoir donner à notre économie une phase de diversification tous azimuts. D'accord. Et dans les plans justement du Gabon vert, tout ce qui est lié à la promotion du bois et à la gestion durable de la forêt occupe une très grande place. Donc il s'agit tout simplement de faire en sorte que le bois, qui représente une grande richesse pour le Gabon, oui, puisse avoir une part significative dans la diversification de l'économie gabonaise. De l'économie gabonaise. Déjà que cette partie de l'économie gabonaise, le Gabon vert, tient beaucoup au chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba, dans sa politique de la diversification de l'économie et de l'émergence du Gabon. On aura un troisième invité dans la deuxième partie, M. Dorian Herschel Messieng Maseko. C'est un jeune qui viendra aussi donner de sa voix en ce qui concerne donc cette problématique. Quelle formation pour quel emploi? Dans la deuxième partie de notre émission, il sera avec nous. Je ne serai pas seul, comme d'habitude, je suis accompagné de mon équipe. Celui qui fait du micro, ce que fait du ballon, Oron Ladigno, Lionel Nelio, notre consultant, du moins notre chroniqueur en ce qui concerne la rubrique Actu. Bonjour Lionel. Bonjour Mitiro. Comment tu vas cet après-midi? C'est toujours un honneur d'être là, c'est toujours une joie immense de vous avoir à côté de moi. Il faut dire que les mots sont faibles pour exprimer tout le plaisir qui est le mien à chaque fois d'être là avec nos invités, avec nos téléspectateurs. Voilà, c'est toujours un plaisir. J'ai déjà des échos selon lesquels tu reçois personnellement les SMS venant de nos chers téléspectateurs parce que le numéro qui a été affiché la dernière fois et qui s'affiche d'ailleurs sur le bas du écran par lequel vous allez devoir donc interagir avec nous sur cette problématique du jour,
C'est un numéro pour interagir pour l'émission, c'est pas un numéro pour faire. Donc attention à vous là-bas. Alors, celui qui est notre fourmi, qui ne cesse de zigzaguer à travers les sites internet et le monde digital, Boris Chaldi, bonsoir. Bonsoir Mitiro. Comment tu vas? Oh, ça va bien. J'espère que tu nous ramènes de très bonnes choses parce que beaucoup de choses sont déroulées cette semaine sur la sphère cybernétique et digitale. Effectivement, nous sommes en 2020 et le premier trimestre de 2020, on est dans le monde du live. Aujourd'hui, nous allons parler de live. De live. Oui. Nous aussi, nous sommes en live, c'est-à-dire en direct, depuis nos télévisions et depuis aussi notre page Facebook, la mienne personnelle, en attendant de mettre sur pied la page Facebook de Parlons peu, parlons vrai, qui sera opérationnelle dans quelques jours. On ne peut pas occulter le fait que nous passions donc cette décennie de la femme et que nous fassions l'émission Sans une femme sur le plateau. Elle nous a beaucoup manqué, celle qui s'occupe de la rubrique Parlons peu, parlons bien-être. Mélanie Warren, salut. Salut, Mitiro. Très, 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 très joli cet après-midi. Tu nous as beaucoup manqué et on espère qu'en venant comme ça, tu nous ramènes de très, très bonnes choses. Ouais, je ramène des très, très, très bonnes choses sur le bien-être, surtout en cette période de confinement. Les gens ont besoin de garder la forme physique Oui. Et de garder leur corps et s'entretenir pour mieux reprendre les activités après. En tout cas, j'en sais quelque chose moi parce qu'avec ce confinement, j'ai pris quelques petits kilos et des bourrelets apparaissent. Mais de toutes les façons, avec ton astuce, je pense que peut-être je pourrais l'utiliser pour perdre du poids. Donc le décor est planté, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Vous pouvez interagir avec nous à travers donc, les numéros qui s'affichent sur le bas du petit écran pour donner vos avis, vos commentaires, faire vos commentaires, mais aussi des suggestions sur la problématique du jour. Quelle formation pour quel emploi avec nos invités sur le plateau? On va prendre une légère respiration, on revient tout de suite. Mais ne revenez pas sans vous être lavé les mains. Si vous n'avez pas de l'eau à proximité, utilisez du gel hydroalcoolique comme moi, hydroalcoolique. On se retrouve tout de suite après. Alors, retour sur le plateau, parlons peu, parlons vrai. Notre programme du jour est, enfin notre émission, l'émission que toutes les autres émissions suivent les samedis quand il est 16h et 17h jusqu'à 17h30 sur nos télévisions. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous regardent du côté de Yema Djabilone, surtout de Mekara, c'est chez moi au village. Je dis bonsoir mon père. On domine sa Florentin qui nous regarde en ce moment. Alors, monsieur Jean-Christophe Génis Tamba. Oui. Dans votre entreprise, emploi et stage du Gabon, Oui. quels sont les différents profils que les entreprises avec lesquelles vous travaillez, quels sont les profils les plus sollicités en fait? Bon, vous conviendrez avec moi que les profils qui sont le plus souvent demandés par les entreprises sont beaucoup professionnels et techniques. D'accord. Donc, je peux donner un exemple. Par exemple, les entreprises ont besoin voilà, de ceux qui sont dans le domaine agricole, ceux qui sont dans la technique, les informaticiens. Et voilà un peu ces domaines techniques et les professionnels qui sont le plus souvent demandés par les entreprises qui travaillent avec nous. Donc, voilà ce que... Alors, monsieur Ouattara, vous qui êtes enseignant, vous êtes dans le domaine de l'éducation, vous faites dans la formation de notre jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, l'offre en termes de formation, elle est une offre qui est à la hauteur? Parce que, généralement, les entreprises, de plus en plus, dans le contexte macroéconomique que nous vivons, et la concurrence étant, voudraient plus des gens qui sont prêts à l'emploi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Gabon, on peut dire que l'offre, en termes de formation professionnelle, elle est à la hauteur des attentes? Je vous remercie de la question. De prime abord, j'aimerais revenir sur quelque chose que, au niveau de l'opinion, tout le monde sait. On a longtemps parlé du paradoxe gabonais, qui consiste à ce que de nos jours, il y ait de plus en plus de diplômés gabonais. D'accord. Alors que, paradoxalement, on assiste à un taux de chômage le plus élevé. Ceci voudrait tout simplement dire, par déduction, qu'en fait, au niveau des individus ou des acteurs qui sortent du système d'éducation gabonais, les profils qui sont mis sur l'univers de l'emploi ne sont donc pas adaptés aux besoins du marché. Aux besoins du marché. Donc, ceci étant, c'est une problématique devant laquelle nous ne pouvons pas rester indifférents. Donc, il nous revient à reconsidérer les choses de manière à ce que l'on essaye de tenter ce que je peux considérer ici comme une migration culturelle, de manière à ce que
les responsables de l'éducation puissent réfléchir, puissent explorer les voies et moyens qui puissent faire en sorte que il y ait une véritable adéquation entre la formation et l'emploi. Ce qui n'est pas le cas de nos jours. Ce qui n'est pas le cas de nos jours. Justement, parlant de formation, adéquation, formation, emploi, dans le cadre de la préparation de cette émission, on a mené notre petite enquête et il s'avère que 41% de ceux qui obtiennent leur bac, qui vont à l'université, font partie de la faculté des lettres et sciences humaines. 41% des bacheliers. 22% sont dans les facultés des sciences juridiques et politiques, c'est-à-dire qu'on appelle communément le droit. Oui. 11% vont à l'école normale. 9% font médecine, 8% dans les sciences techniques et 7% dans les gestions, et on retrouve 2% seulement en agronomie. Alors tout le monde va dans la formation qu'on appelle souvent long crayon. Et comment est-ce qu'avec ce type d'orientation, quel est le rôle que les conseillers d'orientation jouent parce qu'eux aussi ils sont peut-être quelque part pour quelque chose, orienter les jeunes par rapport à leur bac pour la formation professionnelle, pour le supérieur. Mais est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas aussi un hic par rapport à l'orientation de nos jeunes bacheliers? Parce qu'ils ne maîtrisent pas n'ont pas toutes les informations par rapport à toutes les différentes formations qui s'offrent à eux dans le supérieur. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit hic là au niveau de l'orientation de la jeunesse, des bacheliers? De mon point de vue, ceci expliquerait cela. Dès lors qu'on ne peut pas faire un pays rien qu'avec des avocats, on ne peut pas faire un pays rien qu'avec des médecins. On ne peut pas faire un pays rien qu'avec des professeurs ou des enseignants. Encore qu'on en a besoin pour le moment. Actuellement, les médecins et les professeurs, parce que l'école elle est en arrêt. Puis, Corona étant là, on a besoin de plus de médecins maintenant. Tout à fait. Bien qu'on en a besoin, mais il s'avère que les réalités qui sont les nôtres actuellement et les besoins du développement du pays exigent dorénavant à ce que, outre ces corps de métier que je viens d'énumérer tout à l'heure, il est plus qu'impératif qu'on puisse revoir les choses, comme par ailleurs les plus hautes autorités du pays ont eu à l'exprimer récemment, qu'il va falloir faire en sorte qu'il y ait de plus en plus, on enregistre de plus en plus des vocations vers les métiers à caractère technique, à caractère professionnel. Monsieur et dames, il y a eu quelque temps, on a lancé un jeune en emploi. Qu'est-ce qu'il est advenu donc de cette sublime initiative dont on ne parle plus aujourd'hui? Est-ce que vous avez une information par rapport à cette... Et pourtant, c'était une idée géniale, un jeune en emploi. Maurice? C'est quoi? Vous avez peur de... Non. Je vous ai eu là. Un jeune emploi. Mais toi-même, tu faisais partie de cette garage. Oui, alors, qu'en est-il? Bon, je dirais qu'un jeune emploi, c'était vraiment une bonne initiative. Bon, dommage qu'elle n'a pas fait long feu. Aujourd'hui, elle est dans les oubliettes, puisque c'était, je peux le dire, peut-être genre quelque chose qui était prévu par rapport à la campagne politique. Mais je pense que l'idée, la conception, elle était bonne. Oui. C'était une très bonne chose qu'aujourd'hui, ça concernait plus les jeunes qui étaient en dérapage scolaire, ceux qui n'étaient plus dans le circuit normal de la scolarité. C'était ceux qui étaient dans le circuit hors circuit. Ceux qui avaient décroché. Voilà, qui pouvaient maintenant former, être coiffeurs, être mécaniciens. Mais maintenant, par rapport à M. Jean-Christophe, j'aimerais dire donc, dans votre structure, ça veut dire par là que l'étudiant qui sort de l'université Marbourg avec son diplôme, son master, ne peut pas rêver avoir un emploi à travers votre structure. Et si je complète avec Monsieur Ouattara, pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas la faute aux étudiants, c'est à la faute à la politique éducative. Aujourd'hui, on nous donne on nous dit aujourd'hui que ceux qui sortent des universités, ceux qui sortent de l'enseignement général, n'ont plus droit au rêve d'être fonctionnaire ou agent ou travailleurs, parce que leur formation ne correspond plus aux réalités actuelles du Gabon. Mais maintenant, que faire maintenant de ces jeunes? Aujourd'hui, l'université au Gabon, au Marbongo, c'est 52 000 étudiants. Et dans 52 000 étudiants, on divise par deux, on va trouver peut-être 38 000 étudiants qui sont dans les lettres. Bon, maintenant, aujourd'hui, que faire de ces jeunes qui sont déjà là? Ne parlons plus de ceux qui sont déjà sortis. Parce qu'il faut résorber ces jeunes. Aujourd'hui, tu déposes ton dossier quelque part, par exemple dans une structure, dans une administration, on va te dire que non, on ne peut plus vous résoudre parce que votre profil ne correspond pas. Bon, on peut prendre des cas de géographes. Juste quand vous dites que vous êtes docteur en économie forestière, donc on pense qu'un géographe peut travailler dans la foresterie. Mais aujourd'hui, si un géographe postule, on va lui dire que non, tu ne corresponds pas.
Et en plus, il y a les simples problèmes de l'expérience. Un jeune qui sort de l'Institut de gestion, qui n'a pas d'expérience, on va lui demander 10 ans d'expérience sur un poste. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Mais 10 ans d'expérience sur les bancs. Tu voulais Oui, d'abord par rapport à la question à l'origine, un jeune, un métier, voilà, c'est une initiative que nous avons tous louée, qui était la bienvenue. Mais avec un peu de recul, je me suis dit que là, on vendait encore moins cher quelque chose qui pouvait se vendre très cher. Je m'explique. Vous savez, dans notre pays, on nous a toujours fait croire que les métiers techniques, c'était pour les ratés. Que tout ce qui était technique concernait les ratés. Ouais. Aujourd'hui, lorsque tu parles à un jeune d'aller au lycée technique, il va te dire, mais je ne suis pas exclu du système général. Parce que c'est juste les ratés qui vont au système technique. C'est cela qu'on nous a fait miroiter. Ça, c'est l'imagerie populaire. Exactement. Donc, lorsque l'on arrive à ce magnifique programme, un jeune métier, déjà que le jeune en lui-même, il se dit, ça concerne uniquement ceux qui ont déjà raté, ceux qui veulent se rattraper. C'est eux qui vont faire les métiers techniques, c'est eux qui vont se salir. Parce que moi, je dois être dans un bureau, c'est pour cela que je fais les études. Je pense qu'on a on a inculqué dans l'inconscient du jeune Gabonais que la réussite scolaire, c'était être dans un bureau, c'était être dans un bureau qui, le plus souvent, consiste à faire de la littérature, consiste à faire des facultés et pas le technique. Je pense que pour moi, c'est d'abord de là que part le problème, on va dire quoi, l'inconscient, la conscience populaire. Donc je pense que c'est d'abord de là que l'on doit essayer de changer les choses. Oui, lui, il a pris le mal par la racine. Mais il y a une dame parmi nous. Est-ce que tu as le même avis que les hommes, là, on t'a un peu... essoufflé, là. 5 contre 1, le combat. Je suis un peu d'avis par rapport à ce que Lionel dit. Oui. Étant donné qu'on va constater au Gabon, l'enseignement technique, c'est vrai que l'enseignement technique, c'est pas seulement des formations des centres, c'est d'abord aussi des formations supérieures, comme avoir son bac au lycée technique et ensuite aller dans une école supérieure. École supérieure. Aujourd'hui, l'école supérieure à l'enseignement technique, c'est plus basé sur la privatisation. Par contre, on verra dans d'autres pays, il y en a des facultés techniques. Au Gabon, on n'a jamais pensé à ça. Ouvrir des facultés techniques. Des facultés, c'est juste l'enseignement général qui a droit aux facultés et l'enseignement technique n'a jamais pu avoir cette chance. Parce qu'on revient à ce que pense Lionel. Oui. L'enseignement technique a toujours été dénigré. Oui. Délaissé, voilà. Soit dit en passant, pour compléter avec cela, qu'est-ce qu'on constate aussi avec les quelques-uns qui sortent de ce système technique-là? Oui. Il y a une grande partie qui se retrouve encore à l'université Omar Bongo pour le cas du Gabon. Okay. Il y en a qui ont des bacs techniques mais qui se retrouvent à faire communication, sociologie. Mais là, la faute à qui? L'orientation. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de l'orientation. Est-ce que ces jeunes ne sont pas un peu déroutés au niveau même à partir de l'orientation? Parce que quand moi j'ai obtenu mon bac, il y a un de mes oncles qui m'a dit tu as reçu le plus difficile. Maintenant, le plus important commence parce que le choix que tu vas opérer tout de suite, c'est ça qui va conditionner ton futur. Quoique tout ce qu'on va faire dans notre vie, c'est pas ce que peut-être on va... Enfin, tout ce qu'on fera à l'école, c'est pas ce qu'on fera toujours dans notre vie. Mais c'est très déterminant, après le bac, de faire un choix quand même qui va déterminer notre futur plus tard. Peut-être une question. Hein. Tout le monde ici, on a déjà été victime de cela. Une question qui est déjà là dans notre inconscient un peu. On nous a souvent fait croire que la réussite, d'abord, elle est financière. On nous a fait croire ça à tous. Oui. Et on nous a toujours fait croire que quelles sont les personnes qui ont l'argent? C'est les économistes. Ça, c'est ce que Par conséquent, en priorité, on nous demande d'aller en faire économie ou faire droit. Parce qu'on se dit, si tu es dans le droit, tu peux avoir l'argent. Voilà. C'est cela en fait. Économie, faire toujours comptabilité à l'aise. Donc je pense que l'orientation au niveau de la famille a souvent posé défaut aussi. Donc vous convenez avec lui que la famille a souvent un impact, une influence sur le choix des futurs, des bacheliers, des futurs... Je ne suis pas trop d'avis avec cette position. Oui. Moi, je pense que le véritable problème que nous avons se trouve au niveau de l'orientation des élèves, déjà à partir de la terminale. D'accord. Et aussi au niveau de l'accès aux formations. Il faut dire que l'élève qui a son bac
le plus souvent, ce qu'on voit, c'est l'université. L'université, la On sait que l'accès aux écoles est vraiment hermétique. restrictif. Oui, pour aller dans une école de formation, il faut passer par concours. Oui, c'est le seul moyen de suivre une formation professionnelle au Gabon. Donc, celui qui n'a pas pu avoir son concours d'entrée dans une école de formation, il se rabat à l'UOB, il n'a pas d'autre choix. Un peu la poubelle, en fait. Ouais. Et d'où vient mon idée de la faculté technique? Parce que aujourd'hui, après 50 ans d'existence, comment on peut constater que le Gabon n'a pas encore pu ouvrir une faculté technique? Masoukou, bien sûr, Masoukou forme quoi? Masoukou, c'est Peut-être diversifié, mais je pense qu'au fond, ça existe déjà. Il y a Mais Kougolais juste aussi qui est là, non? diversifié. C'est Non, privé. non. Ouais, même si c'est privé, il y a Kougolais qui est Je là, vois les Masoukou. gens Ne vous ce qu'elle parle. trompez pas, Oui, ne vous trompez pas, je comprends. ne vous trompez pas. Je comprends. Masoukou forme l'enseignement technique Dans le domaine de la médecine. industriel et scientifique. Ouais. Par contre, l'enseignement technique n'est pas seulement industriel et scientifique. Il y a l'enseignement, je peux dire de façon générale aussi, mais c'est une autre forme, action commerciale et tout. Non, mais il y a les écoles privées qui proposent ces formations en action commerciale. Peut-être C'est qu'elle comme- aimerait c'est que ça, là, c'est on ça, va- Vraiment, c'est c'est ça, c'est le problème privé. Oui. de l'accès à ces établissements-là. Parce que s'il faut dépenser 1 million pour suivre une formation, mais moi qui suis, c'est pas du village, où est-ce que je vais trouver cette somme-là pour Oui, me c'est former? vrai. Ce que vous dites C'est là, pas ce que vous forcément- soulevez là, la cherté de Parce l'école. que les concours c'est l'argent aujourd'hui, qui appelle l'argent, les hein. concours aujourd'hui sont très limités. Oui. Ils peuvent prendre 200 personnes pour un paiement de 20 000 et ensuite prendre juste 45 places automatiques, c'est tout. Alors, Monsieur Ouattara, vous qui êtes dans l'enseignement, comment vous pensez que ce problème puisse peut-être avoir... on n'est pas encore au niveau des solutions, mais comment vous pensez? On a glissé où pour en arriver là? À quel niveau est-ce que les choses avaient pris une autre tournure? De mon point de vue, il y a à boire, à manger pour essayer de cerner la quadrature du cercle et mieux appréhender cette problématique. D'accord. Dans ce que mes co-débatteurs viennent de développer, il y a des aspects à prendre. D'un côté, j'ai entendu dire ici sur ce plateau le poids de la famille, j'ai entendu dire le déficit en matière d'orientation. D'autre part, j'ai également entendu dire les difficultés d'accès par rapport aux formations à caractère technique et professionnel. Oui. Tout cela est à prendre. Mais tout ne s'explique pas par cela. Si j'ai un avis positif à émettre pour faire avancer les choses, moi j'orienterais plutôt les choses en direction de la problématique du développement. Il faudrait que les différents acteurs, qu'il s'agisse au niveau du gouvernement, qu'il s'agisse au niveau des acteurs qui interagissent dans le secteur éducatif, doivent plutôt établir avec une certaine clarté les besoins réels de développement de notre pays. Quels sont nos besoins réels en matière de développement? Parce que la problématique de la formation ou de l'offre de l'emploi ne peut pas être dissociée de la problématique du développement. Parce que on forme pour devenir un acteur de développement. Et voilà pourquoi il paraît de la plus grande importance qu'au niveau de la politique publique du gouvernement, que tout soit fait de manière à ce que les tissus économiques puissent se densifier. Quand le tissu économique va se densifier, autant pour moi, et avoir de l'épaisseur, on va avoir une multiplication des niches d'emploi. Parce qu'il ne suffira pas de former des techniciens, des mécaniciens, mais il sera également question de résorber tous ces acteurs qui vont sortir de ces différentes formations. D'accord. Or, à ce sujet, il semble qu'on est encore loin
On n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'est pas encore sorti de l'auberge, tout à fait. Vous parlez de formation, mais comment se fait-il que le Gabon, qui a un taux d'alphabétisation de 90% à peu près, qui est l'un des plus élevés en Afrique subsaharienne, et à contrario puisse avoir un taux de redoublement, l'un des plus élevés au monde, de 37%. Un jeune Gabonais qui part du primaire pour, dans le cycle secondaire, de la première année jusqu'en troisième, où il devrait normalement faire 12 ans, il passe 17 ans. Comment est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que c'est de la faute à l'État aussi à ce niveau où les enfants ne se donnent pas vraiment à fond pour faire un cycle normal en 12 ans et qu'ils le fassent à 17 ans, en 17 ans? On ne doit pas, de mon point de vue, jeter l'anathème uniquement sur l'État. Il y a une conjugaison de facteurs qui peuvent, n'est-ce pas, expliquer cette situation. D'accord. Mais en ce qui concerne, pour ne prendre que au niveau de l'État, de mon point de vue, j'estime qu'il y a encore des efforts qui doivent être accomplis de manière à ce qu'on puisse, par exemple, résoudre l'aspect lié aux effectifs pléthoriques. Ceci n'explique pas tout. Il y a également, moi-même je suis enseignant, il y a également à prendre en compte le fait que, compte tenu justement des difficultés d'accès à l'emploi, il y a parmi les enseignants, certains, pas tous, certains qui sont arrivés dans cette filière à défaut. Comme un cheveu dans la soupe. Voilà, comme un cheveu dans la soupe, je dirais. Donc, dès lors on pratique un métier à défaut sans que l'on puisse avoir une vocation, vous conviendrez avec moi qu'il est difficile dans ces conditions de donner le meilleur de soi-même pour effectivement avoir à cœur l'œuvre de formation dans les standards tels que cela devrait être. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que les générations actuelles de nos jours, quand nous on était sur le banc de l'école, je pense qu'on se donnait à fond. Les pôles de connaissances n'étaient pas aussi éclatés comme aujourd'hui. Nous, on n'avait que ça à faire. Bûcher nos cours. On n'était pas autant distraits que les élèves le sont aujourd'hui. Si bien que la motivation de nos jours n'est pas la même comme cela avait été le cas quand nous, on était sur le banc de l'école. Donc les élèves également ont une part des responsabilités, ils doivent apprendre à se remettre en question. D'accord, la motivation de nos jours n'est pas comme celle de vos jours. Alors, parce qu'il n'y a plus la bourse. Oui, de toute façon. Vous qui gérez une structure qui fait dans le placement du personnel, selon les statistiques de l'ONU, je suppose que vous travaillez en partenariat avec l'ONU, l'Office national de l'emploi, qui déclare que le nombre de demandeurs d'emploi est passé en 2016 de 8143 contre 11 586 en 2018. Donc soit un gap de 42% en plus. Oui. Comment vous jugez cela? Étant donné que vous êtes dans le secteur du placement de personnel, est-ce qu'il n'y a pas une demande assez forte du côté des employeurs aussi pour essayer de résorber? Parce qu'ici on parle de 1300 places vacantes en 2018 seulement pour 11 586 postulants. Oui. Le problème, comme l'a notifié M. Ouattara, on a une difficulté au niveau de l'inadéquation offre et emploi. Nous avons des entreprises qui, on va dire quoi, qui nous donnent des offres d'emploi, qui sont prêts à recruter. En fait, les offres d'emploi sont bien là. Avec un profil déterminé. Avec un profil bien déterminé. Oui. La difficulté que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à trouver les candidats qu'il faut, les candidats qui répondent au profil demandé par les entreprises. C'est tellement parce que les formations qui ont été suivies, on l'a soulevé, on est beaucoup plus centré sur la formation, sur l'enseignement général et non sur le domaine technique et professionnel. Et conséquence, on arrive à ce niveau-là où il y a bel et bien une demande, mais il y a bel et bien une offre, mais la demande ne correspond pas à cette demande. Non, il y a plutôt une demande, mais l'offre ne correspond pas à la demande. La demande des employeurs, enfin des futurs employés. Oui, bien sûr. Des employeurs. Oui. Donc l'offre n'est pas à la hauteur de la demande. Oui. Donc c'est cette difficulté-là que nous avons. Et voilà pourquoi au niveau de notre agence, nous avons pour habitude de faire des formations. Par exemple, celui qui sort de l'UB avec son master en géographie, on devrait, et on le fait souvent, on
on lui dit, bon, voilà, tu as un profil de géographe, mais il te manque certaines compétences qui feront en sorte que tu te fasses facilement recruter par rapport à celui-là qui a, voilà, et qui n'est que géographe. Voilà, qui n'est que géographe. Et il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu que ces étudiants-là n'ont pas forcément lorsqu'ils sont à l'université. D'accord. Et c'est là notre travail. Il faut les suivre, il faut les encadrer, il faut déjà leur montrer comment est-ce qu'on fait un CV. D'accord. Parce que ça, c'est une difficulté que nous avons. Hein. Tout à fait. Beaucoup de gens sont diplômés, mais ils ne savent pas comment faire un CV. Même l'aide de motivation. Même l'aide de motivation, Voilà. ouais, c'est un véritable problème. Et la lettre, le CV, c'est l'identité du postulant. Ouais. À partir du CV, on peut savoir si vous correspondez aux attentes de l'entreprise. Donc, si vous ne savez pas le faire, à quoi est-ce que vous attendez? D'où le nom de votre entreprise, Emploi et Stage, parce que vous prenez non pas seulement en termes d'employeur, mais vous leur accordez aussi des stages. Oui, parce que le moyen par lequel on peut facilement se faire recruter, c'est par le stage. Compléter la formation initiale. Et vous avez un recrutement en particulier chaque mois ou bien c'est bon, ça, déjà les recrutements, ce que je dis, c'est que les recrutements, c'est pas nous qui les faisons. Nous ne faisons que réceptionner les offres venant des entreprises et nous soumettons à nos différents membres. En passage Gabon, c'est plus de 15 000 membres. Donc on a l'information, on relègue l'information et ces personnes-là qui ont les profils peuvent postuler. Elles-mêmes. Hein? Elles-mêmes. C'est pas vous qui gérez ces dossiers. Non. D'accord. C'est pas nous qui gérons. Il y a un problème qui a été soulevé là. Quand l'entreprise, le groupe singapourien qui est arrivé au Gabon en 2007, je sais pas 2008, quand ils ont voulu s'installer, ils ont demandé à l'État, c'est-à-dire un certain nombre de profils. Parce qu'ils voulaient créer, ils ont d'ailleurs créé des emplois, environ 5 000, ils voulaient 5 000 personnes dans les domaines techniques, mécanique, logistique et j'en passe. Mais il s'est avéré qu'au niveau local, comme on a parlé tout à l'heure avec monsieur Tamba, il n'y avait pas donc cette réponse-là par rapport à la demande d'Olam. Ils ont dû demander une dérogation à l'État spécial pour pouvoir recruter à l'extérieur. Mais alors, est-ce que là, ce n'est pas aussi une défaite quelque part de la part de l'État, comme je disais tout à l'heure, qui n'a pas su mettre peut-être en place des mécanismes ou bien des structures pouvant former les gens dans certains domaines, quand on sait que gouverner, c'est prévoir? Oui, bon, moi je vais prendre la parole, puisque Lionel a Oui, la parole est Ok, mais je dirais Jette-toi l'eau. Je dirais que c'est... On n'a pas suivi l'évolution de l'éducation et du monde. Le Gabon, il y a l'urbanisation, il y a la ruralisation des écoles. Oui. Parce qu'après 1 kilomètre dans les zones rurales, vous allez trouver des écoles. En ville, dans chaque quartier, au moins un établissement primaire ou bien secondaire. Mais maintenant, au niveau de l'enseignement pédagogique, moi, c'est ce que moi, je mets toujours à profit pour dire que bel et bien, on a des infrastructures, on a tout ce qu'il faut, mais c'est au niveau de la pédagogie, donc du contenu de la pédagogie, donc ce qu'on enseigne. Parce qu'on a plus d'établissements d'enseignement général que d'établissements d'enseignement technique et professionnel. Par exemple, si on prend la province de l'Est hier, vous allez voir, on a plus des établissements, des lycées publics que des lycées publics d'enseignement professionnel ou technique. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je propose toujours qu'on réduit des établissements d'enseignement général, qu'on transforme en établissement d'enseignement professionnel ou technique où on enseigne. On opère une mutation. On opère une mutation automatique sans attendre parce que le Gabon a besoin de ces gens. Par exemple, vous êtes en seconde, on vous oriente en A1 ou bien en A2. Si on n'arrive pas à le faire, on introduit dans l'enseignement général des éléments de l'enseignement technique ou professionnel. Au moins, à l'intérieur de l'enseignement général, on va retrouver les gens qui ont des profils qui correspondent à la demande. Aujourd'hui, par exemple, on peut trouver une terminale où, après l'obtention du bac, on peut trouver un étudiant qui a la formation de gestionnaire. Donc, avec son bac, automatiquement, il est au marché de l'emploi. Donc, il peut être déjà gestionnaire, ou bien archiviste, ou bien logisticien. D'accord. Lionel? Oui, moi d'abord, avant d'aller un peu plus loin. Oui, rapidement. Avant d'aller plus loin, je suis pas totalement d'accord avec l'avis de Boris, selon lequel il faudrait rajouter des éléments de l'enseignement technique dans l'enseignement général. Je pense que ce ne sera que davantage généraliser l'enseignement général. Ou peut-être embrouiller les jeunes. Non, exactement. Ce que moi je préconise d'abord, c'est de repenser de manière, on va dire quoi, depuis la racine même, le système éducatif gabonais. Revoir les qualités de l'orientation. On oriente au Gabon à partir de la seconde.
Pourquoi attendre arriver en seconde? Imaginez un élève qui a fait anglais depuis la 6e. Bon, anglais, ok, ça peut passer. Mais qui a fait, je sais pas, on va prendre quoi? On va prendre, qu'est-ce qui me vient en tête? Physique. Oui. Depuis la 6e. Tu arrives en 3e, tu es orienté en seconde LE. Bon, à quoi est-ce que ça t'a servi? Sachant que ces années de redoublement sont souvent dues au fait que tu n'assimiles pas les cours dans les matières qui ne te serviront pas devant à ton orientation. Du moins pas à grand-chose. Exactement. Donc je pense que l'on devrait davantage orienter, penser l'orientation scolaire. Pour moi, c'est aux sorties de l'école primaire que l'on doit être capable d'orienter les élèves. D'accord, avant de passer la parole si vous allez-y, permettez, rapidement. je pourrais plutôt intervenir pour abonder dans le même sens que mon jeune frère en face, pour dire qu'en fait, la problématique dont nous sommes en train de débattre ne saurait pas trouver sa solution rien que par une volonté politique. Les acteurs politiques donnent une vision, donnent un cap. Mais je pense que, vu sous l'angle qui vient d'être abordé ici, il est question de prendre en compte la question des curricula. Exactement. Et la question, en ce qui concerne les curricula, ne relève pas de la compétence de l'État. Voilà. Il faudrait que les acteurs du secteur éducatif, les universitaires, les chercheurs puissent s'approprier de cette problématique pour faire en sorte que effectivement, qu'on change de paradigme dans la conception même des curricula. Voilà. D'accord. De toutes les façons, c'est là en train de chuchoter. Je vais vous laisser respirer. Mélanie, tu vas prendre la parole tout à l'heure. Le temps pour nous d'aller tout de suite pour la première rubrique dans laquelle Mélanie va nous donner des astuces pour comment perdre du ventre sans faire du sport. Je vais voir ça aussi de mes propres yeux. On suit cette transition et on revient tout de suite après. Alors, parlons peu, parlons vrai, parlons bien-être. Mélanie Warren, il s'agit de... Pardon, j'en ai même déjà le hockey. Il s'agit de quoi dans ta... Sauf qu'il y a du ventre à perdre quelque part. C'est-à-dire là, vraiment, le petit bidon. Alors, il s'agit exactement de quoi dans ta rubrique Parlons peu, parlons bien-être? Alors aujourd'hui dans la rubrique Parlons peu, parlons bien-être, nous allons parler de comment perdre, de vous donner une astuce, comment perdre du ventre sans faire du sport. Ah ça. Alors premièrement, prendre une crème aboline. Aboline c'est une espèce de Vic, mais on peut l'utiliser comme dégraisseur du ventre. Et deuxièmement, appliquer du film alimentaire. Est-ce qu'à la régie, on a des images là qui parlent de... Parlons de... Oui, vas-y. Une film alimentaire, cela permet d'amplifier le ventre. En fait, faire repartir le ventre. Donc, avec du fil alimentaire, on va se bander le ventre après avoir frotté le Vic, enfin de la pommade en question. Exactement. Voilà, un peu comme on emballe souvent des aliments, parce que c'est du fil alimentaire, non? Oui. C'est pour conserver les aliments. Exactement. Voilà. Et troisièmement, appliquer soit un pagne pour les mamans, soit prendre une gaine pour des femmes qui viennent d'accoucher. D'accord. Soit, c'est conseillé aussi pour les hommes. Hein. Les hommes, hein? Ouais. Oui. Pour Rodrigue surtout. En même temps, je dis ça, je dis rien. Je ne suis pas encore à ce niveau quand même. Donc là, on voit les images de la personne qui applique le Vic. Oui. Et puis après, maintenant, il va... Vous voyez, elle a la crème aboline. Oui, la aboline, d'accord. C'est une espèce de Vic. Hein. Oui. Donc ça doit être mentholé, ça chauffe. Oui, hein. ça chauffe. Donc quand elle a fini d'appliquer cela, elle va maintenant attacher, je vais dire ça comme ça, son ventre avec du fil alimentaire. Fil alimentaire. D'accord. Le fil alimentaire. Le film alimentaire. Le film alimentaire. C'est une espèce de plastique là qu'on utilise pour protéger les aliments. Voilà. Moi, j'appelle ça le sachet cuisine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Ça, c'est pour la cuisine? Oui. Ouais, c'est cela. C'est du film alimentaire. C'est du film alimentaire. Donc, enroulé comme ça. Ah, ça, c'est à emporter. Donc, après avoir enroulé comme ça, oui. Maintenant, il va mettre... Là, vous prenez, voilà, oui, ça, c'est une espèce de gaine, hein. Oui, voilà, strimer. Pour les sportifs. Voilà, pour les sportifs. Pour maintenant, pour un moment où les frères qui sont à la maison, ils peuvent utiliser la gaine
un pagne Un avant pagne. de dormir. Et là, vous allez voir, elle va garder ça pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes. Oui. Donc, le temps que Voilà. cette pommade agisse. pénètre Ouais. dans le corps et aille toucher Et tout ce qui est graisse là-bas. graisse. D'accord. D'accord. Pendant 30 minutes après, Voilà. et ça, on peut appliquer ça combien de temps par semaine? Par combien de fois par jour ou par semaine pour, ça dépend autant de fois que vous voulez. Si le ventre est tellement gros et que vous voulez le Donc faire par là, exemple, avec, d'une semaine, avec cette méthode, les résultats sont probants. très probable. Si je commence à le faire demain, je ne serai plus mi-bédonnant comme je suis là. Ok. Donc, et puis elle a faim, et puis elle À la enlève. fin, elle a fait 30 minutes D'accord. et elle enlève tranquillement. Oui. Bon, vous pouvez faire comme elle, hein, couper ou bien Avec du tirer ciseau, une parce fois. que tirer une fois, tu vas t'arracher des poils pour ceux qui en ont. Hein, qui en ont. Donc, Et voilà, vous voyez la graisse là, c'est ça. donc cette transpiration-là, Ouais. c'est ça qui... Ah, mais ça, c'est les abdos. Les quoi. abdos, Ah. les bénous. Ah, ça... En tout cas, c'est une très belle astuce qui ne demande pas grand-chose, pas trop de moyens. On peut la faire même à la maison, peu Oui. importe où on est. Surtout, il suffit juste qu'on ait du matériel, entre guillemets, c'est-à-dire la pommade en question, Film le alimentaire. film alimentaire. Alors, c'est Un pagne. des astuces très simples. Hein. Même avant d'aller au bureau, avant de vous déplacer, vous pouvez faire ça et mettre un t-shirt pour les hommes en haut. Et Par-dessus. pour les femmes, Une belle robe. une belle robe. Et tranquille, vous sortez tous les matins avec et personne ne saura. D'accord. On a dit que Ça, c'est- gros ventre, c'est synonyme de belle vie. Non, Pourquoi qui a je dit fais ça? ça? Mais non. Avec cette période de corona là, on mange de tout et de n'importe quoi. Alors, c'était dans la rubrique Parlons peu, parlons bien-être présentée par Mélanie Warren qui nous a beaucoup manqué. Elle est de retour, on attend le retour de l'autre femme. Elle est en chemin, elle sera là la semaine prochaine. Reine Doria, elle sera avec nous, c'est sûr. Alors, on va donc prendre cette légère transition pour la fin de cette première partie et revenir tout de suite après pour la seconde, la suite du débat. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être affecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Alors, retour sur le plateau, parlons peu, parlons vrai, parlons peu, parlons bien-être. C'était tout à l'heure avec Mélanie Warren et le dispositif a aussi changé parce que nous avons un nouvel invité qui est là, Monsieur Dorian Herschel Messing Maseko, qui est un jeune. Alors, bonsoir Dorian. Bonsoir Mitterrand, bonsoir Lionel, bonsoir Boris, Bonsoir. bonsoir Monsieur Wata, Bonsoir. bonsoir à tous. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et nos chers téléspectateurs seront appelés à te voir plus souvent ou alors très souvent dans le cadre de ce programme parce que tu seras comme notre consultant permanent dans cette émission. Avec toi, on débattra de plusieurs sujets ici accompagnés ou bien en compagnie de nos chroniqueurs maison qui sont là. Nous sommes avec Monsieur Wata, Monsieur Dorian, pour toujours notre émission qui traite aujourd'hui de quelle formation pour quel emploi. Mais avant de revenir tout de suite dans le débat, je voudrais qu'on enchaîne avec la première, du moins, la rubrique qui concerne d'abord l'actu. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le Gabon et dans le monde avant de revenir pour le débat. On suit cette transition et on revient tout de suite après. Alors, parlons peu, parlons vrai.
rubrique Parlons peu, parlons actu avec Lionel Nelio, celui qui fait du micro, je l'ai dit, dehors comme ce que Ronaldinho faisait du ballon. Bonsoir. Ben, je sais pas si la comparaison y est. Comparaison a raison cette fois. Alors, Tout de Lionel même. Nelio, l'actu, qu'est-ce qui a fait donc les choux gras de l'actualité cette semaine-là? Il faut dire que cette semaine, l'actualité elle est assez diversifiée. Voilà, elle est assez diversifiée. On a eu un peu de tout cette semaine. D'accord. On a comme l'impression que dorénavant, on s'adapte à la présence de la Covid-19, tout en faisant attention, en observant les mesures barrières, en sortant toujours masqué, voilà, et tout ce qui va avec. Mais la vie reprend comme ça. Donc, on va commencer cet après-midi avec la situation épidémiologique de notre pays. Ça grimpe, ça grimpe. Eh bien, ça grimpe, mais pas grimpe. Voilà. Encore atteint le pic. Hein. Encore que Dieu seul sait quand est-ce qu'on atteindra ce pic. Donc, il faut dire qu'au Gabon, le Gabon a déjà 3463 contaminés. 3463 contaminés pour, fort heureusement, 1024 cas de guérison. 1024. Donc là, on a quand même atteint la barre des 1000 que tout le monde attendait. Tout le monde attendait cette barre-là, la barre des 1000 guéris. Nous y sommes. Mais fort malheureusement, il y a des guéris qui s'ajoutent. C'est vrai que c'est pas au même rythme, mais nous avons encore le malheur d'annoncer que nous avons un décès de plus aujourd'hui. Nous passons de 22 décès à 23. Et déjà rappeler aussi que jusqu'à maintenant, les 23 cas de décès sont des personnes qui souffraient déjà de comorbidités. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, les comorbidités, en fait, c'est des maladies qui sont là, des maladies qui affaiblissent déjà le système immunitaire. Pour faire plus simple, c'est des personnes qui sont condamnées à prendre des médicaments toute la vie. Voilà, donc des personnes séropositives, des personnes diabétiques et tout ce qui... Asthmatiques. Exactement. Donc ça c'est pour ce qui est de la situation épidémiologique de notre pays. On va poursuivre toujours là, avec un peu de tristesse, avec deux décès. Nous allons commencer par celui qui est dans notre pays. Il s'agit du décès de l'ancien Premier ministre, voilà, vous voyez à l'image, Isso Zengonde. Voilà, Franck Isso Zengonde, qui est décédé il y a quelques jours dans notre pays. Voilà, le Gabon est en deuil, le Gabon perd un de ses dignes fils. Et les hommages autour de son décès se multiplient, continuent de se multiplier. Notamment, il y a le président de la République qui rendait hommage là, comme lui-même l'a si bien dit, à un ami, à un confident, à un digne fils de ce pays, ou encore son successeur à la primature qui ne cesse de rendre hommage aussi à un fort militant et à une personnalité avec de la poigne, comme lui-même l'a si bien dit. On va aller un peu plus loin, mais là on n'a pas d'image, avec un autre décès aussi, ça c'est pour l'Afrique, le décès du président Pierre Nkurunziza. Oh, le président qui aimait trop le football. Exactement, Pierre Nkurunziza, qui est aussi décédé en début de semaine. Voilà, donc l'Afrique perd ses dignes fils comme ça, un peu, mais c'est triste, mais c'est la réalité. Et puis... Mais sauf que là, avec Nkurunziza, le doute plane encore, on ne sait pas si c'est Covid-19 ou pas, puisque toutes les morts maintenant sont Covidées une fois. Hein. On a comme l'impression, mais encore qu'on ne peut pas, pour ces deux décès, on ne peut pas se prononcer pour le moment, surtout pour Nkurunziza, parce qu'on attend là les résultats des médecins. Ni pour le Premier ministre aussi. Voilà, on ne peut pas se prononcer, on attend les résultats et les annonces officielles. D'accord. Et la troisième actu, elle est constituée de quoi? On va aller aux États-Unis. Ça vous dit? Traverser l'océan? George Floyd, encore lui? Ça dépendra de votre analyse. Ça dépendra là de votre analyse. On va parler d'un autre noir, il s'agit du général Brown. D'accord. Voilà, un général américain qui a été nommé à la tête de l'US Air Force. Voilà, c'est le premier noir de l'histoire des États-Unis à occuper cette fonction. Donc, vous général demandez... de l'US Air Force. Exactement. Donc, il est chef de l'US Air Force. S'il faut faire simple, c'est le chef de l'armée américaine. L'armée américaine. Exactement. Mais avant lui, il y a eu Colin Powell quand même. Oui, il y a eu Colin... Oui, mais sauf que l'histoire autour n'est pas la même. D'accord. L'histoire autour n'est pas la même. Pour ceux qui savent, de son prénom Charles Brown Jr. est né en 1962 à San Antonio dans le Texas, c'est là aux États-Unis. Voilà, il est militaire, général d'armée. Donc voilà. Sauf que là où ça pose un peu de problème, c'est les analyses qui sont faites autour. D'accord. Voilà. C'est pour des besoins de campagne qu'on l'aurait nommé. Bon nombre d'observateurs. Donald cette Trump nomination, est dans les tractations pour l'élection qui a lieu en novembre. Cette nomination ferait écho, on va dire quoi, au fait que
la question des droits civiques des personnes de couleur est remise en cause, est remise sur la table, est remise, on va dire quoi, au goût du jour. Donc, on se dit, pour certains analystes, que cette nomination, c'est simplement pour calmer l'ardeur de... Les manifestations qui ont pignon sur rue depuis pratiquement 2 semaines maintenant, et qui ont paralysé la plupart des États aux États-Unis. Exactement. Et même à travers le monde, on voit... Donc, c'est une nomination folklorique. On a vu... C'est ça, c'est selon certains analystes. Alors que pour certains militaires, ils reconnaissent la nomination d'un homme de combat, d'un général. Comme un mérite alors. Exactement. Et une citation qui est encore ressortie, un bon général se reconnaît au nombre des gratinures. Et on dit que monsieur Charles, le général Charles Brown, c'est un monsieur avec beaucoup de cicatrices. D'accord. Comme quoi il a participé à plusieurs batailles. À plusieurs batailles. Et la prochaine cicatrice, c'est quoi dans ton actu? Ben là, nous sommes toujours aussi dans la cicatrice. Une cicatrice déjà laissée par la Covid-19, c'est le football. On était un peu orphelins de nos championnats. Ouais. Ben, il faut dire que les championnats européens reprennent les uns après les autres, après la Bundesliga qui avait déjà ouvert le bal. Le championnat espagnol, voilà, a emboîté le pas la semaine passée avec un derby de Séville entre le Betis Séville et le FC Séville, donc le FC Séville qui recevait le Betis Séville et qui a gagné cette rencontre sur un score de 2-0. Donc, oublié la Coupe d'Italie d'hier. Oui, on y arrive parce que après le championnat espagnol, il y a également la Super League turque. Qui a repris. Et là, il y avait des Gabonais sur le gazon hier soir, notamment André. Non, on parle là de Super League, bien évidemment. On parle d'André Poko, André Biogo Poko et Aaron Apinangoy. Voilà, donc des Gabonais qui ont repris du service comme ça pour notre bonheur. Voilà, j'ai regardé ces matchs-là hier. Mais sauf que moi, je reproche toujours à ces Gabonais là. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas aussi venir faire quelques dons? On meurt de Covid, peut-être un autre débat. Peut-être un autre débat. Aussi. Voilà. Ça va faire votre pub. Venez à nous ici, à passer à Parlons peu Parlons frère. On va dire que vous avez fait des dons et puis ça fera aussi votre buzz, comme disent les jeunes. D'accord. Et comme Boris l'avait déjà embrayé, la Coupe d'Italie a également repris hier. Là, c'est peut-être pour taquiner Boris avec un penalty raté de quelqu'un. Voilà, de Cristiano Ronaldo. Mon ami. Ça, c'est juste pour un peu ranimer ces guéguerres là entre pro Messi et pro Ronaldo. On va terminer. D'accord. On va terminer avec. À contre-cœur, mais bon, terminons quand même. On va terminer avec cette actualité. Je ne sais pas si vous étiez au courant. De l'homme le plus diplômé du monde. Oui, on parle. Ah bon, là, on parle de rapport. Voilà, on parle de rapport. Est là dans l'éducation. Emploi, formation. Ben, il y a un monsieur âgé de 70 ans qui, lui, il collectionne les diplômes comme on collectionnerait des pins ou des cartes postales. Moi, je veux collectionner les billets de banque. Hein. Voilà. Et ben lui, c'est des diplômes qu'il collectionne. Il s'agit de monsieur Luciano Baietti, un Italien de 70 ans qui compte déjà 15 diplômes. Alors là, on parle bien de diplômes universitaires. Il compte déjà 15 diplômes d'études supérieures. Exactement, dans des domaines aussi variés. Il a notamment un diplôme en sociologie, des diplômes en pédagogie, en droit, en psychopathologie. Et là, tenez-vous bien, il n'est pas satisfait. Il prépare un autre diplôme. Alors là, c'est carrément en sciences de l'alimentation. Wow. Et ce sera là son 16e diplôme à monsieur Luciano Baietti. S'il parvient à l'obtenir. On ose croire qu'il parviendra. Et déjà rappelé qu'il est militaire à la base. Militaire. Ouais. Il est déjà retraité, c'est sûr. Il a attendu sa retraite pour se lancer à sa passion, passer des diplômes. Il a quand même 70 ans. D'accord. C'était très très enrichissant cette rubrique Actu, toujours avec Lionel Elio. Lui qui nous sort toujours des actualités vraiment hors du commun. Mais on ne sort pas de notre débat, on va rester dans le débat et préciser aux téléspectateurs que peut-être dans une quinzaine de minutes, je vais lire certains messages. Vous avez l'opportunité d'interagir avec nous à travers donc, le numéro qui s'affiche sur le bas de votre écran. Je ne sais pas si les placements, c'est encore les anciens téléviseurs, de toutes les façons. Le numéro s'affiche sur votre bas de l'écran. Alors, vous allez devoir nous envoyer vos messages et puis vos suggestions, vos commentaires. Pourquoi pas poser des questions aussi à nos invités ou l'un des chroniqueurs ici sur place. Monsieur, on a monsieur Aseko avec nous, qui est aussi un jeune, qui est très introduit dans le milieu de l'éducation. Et avec lui, je vais lui poser juste une question pour d'entrée de jeu. On dit que le Gabon a 26% de taux de redoublement au secondaire, c'est-à-dire du premier cycle, pour partir
de la première année jusqu'en troisième, 23%, 26%, le taux le plus élevé. Et qu'un jeune Gabonais passe de la première année jusqu'en troisième, au lieu de faire 12 ans, il en passe 17. Est-ce que notre jeunesse aujourd'hui, comme le disait avant qu'on aille à la pause de la première partie, M. Ouattara, est-ce que notre jeunesse d'aujourd'hui, la motivation y est encore quand on parle d'école? Alors, la Mitterrand, déjà, d'entrée des jeux comme ça, je tiens personnellement à te remercier pour l'honneur que tu me fais d'être désormais des vôtres tous les samedis sur le plateau de l'émission. Parlons peu, parlons vrai. Alors, pour revenir à la question que tu viens de me poser, je vais simplement dire que ceci est la traduction, les statistiques que tu viens de présenter sont tout simplement la traduction de ce que l'on appelle depuis près de 3 décennies déjà le mal-être du système éducatif gabonais. Ouais. Malheureusement, et tu l'as relevé lors de la première partie de l'émission, qu'il est paradoxal que le Gabon, qui caracole tout de même en termes de taux d'alphabétisation, parmi les mieux cotés du continent africain, est paradoxalement le taux de redoublement le plus élevé dans le monde. Alors, monsieur Ouattara l'a relevé à juste titre que les facteurs sont multiples, qu'il s'agisse aussi bien de la responsabilité étatique, dans la mesure où les politiques publiques en matière d'éducation, malheureusement, d'année en année, montrent leurs limites, sinon très clairement leurs échecs, mais aussi une part non négligeable, celle des impétrants. Des impétrants ensuite, et enfin, celle aussi, ne l'oublions pas, des parents, qui semblent eux-mêmes ne pas porter peut-être à cœur l'avenir académique de leurs enfants. Donc les raisons sont multiples. Bien avant moi, vous avez relevé plusieurs d'entre elles et je ne vais certainement pas ajouter d'autres puisque de toute façon ce sera du bis répétiteur. Alors, M. Ouattara, vous qui êtes dans l'enseignement, les statistiques de la Banque mondiale disent que les causes de ce redoublement-là sont multiples. D'abord, la faible performance d'encadrement en termes de quantité et en termes de qualité des élèves, l'encadrement des élèves. Ici, on veut faire allusion aux classes pléthoriques, vous en avez fait allusion tout à l'heure, mais aussi aux enseignants qui ne sont pas assez qualifiés. On parle de 63% qu'ils ne le seraient pas. Est-ce que ça aussi, vous pensez que c'est normal? Vous avez évoqué ce problème tout à l'heure, mais venez de parler en profondeur. Est-ce qu'on peut remédier à cette situation? Bien entendu, il ne nous appartient pas ici de verser dans un pessimisme béat. Tout simplement, ce que je pourrais ajouter par rapport à ma première intervention, c'est de dire qu'en fait, ce qui se passe au niveau de l'école a un lien étroit avec ce qui se passe à la maison. Tout simplement parce que l'éducation ou l'instruction n'est pas l'exclusivité de l'école ou des établissements scolaires seuls. D'une part, pour rebondir dans le sens de ce que mon jeune co-débatteur vient d'avancer, d'accord. Il se trouve que si au niveau de l'école, les efforts peuvent être faits pour faire en sorte que les connaissances qui sont, n'est-ce pas, livrées aux élèves soient ou répondent aux standards, mais au niveau de la maison, n'oublions pas que l'implication des parents reste un paramètre de premier choix dans l'amélioration des résultats scolaires des enfants. De leurs enfants, oui. Or, de ma modeste expérience d'enseignant, il se trouve que le pan concernant l'implication des parents n'est pas toujours au rendez-vous. Mais il n'est pas au quant à rendez-vous. l'aspect, je vais terminer par là, quant à l'aspect concernant la compétence des ressources humaines que sont les enseignants. Moi, pour être enseignant, je ne pense pas qu'il y ait un déficit en matière de formation qui soit à un taux aussi élevé, aussi criard ou qui serait rédhibitoire. Loin s'en faut. Ne devient pas enseignant qui veut. Mais qui peut?
Tout à fait. D'accord. Est-ce que si, quand on parle, donc, il a fait allusion aux parents, mais est-ce que les parents, on ne peut pas les incriminer quand on sait que le taux d'analphabétisation au Gabon est aussi parmi les plus élevés? Mais, Enfin, d'analphabètes, pas Oui. d'analphabétisation, d'analphabètes. oui, faut quand même dire que c'est vrai. On fera les 90% d'alphabétisation, donc il y a quand même 10% Oui, mais il y a aussi... non alphabétisés. Oui, mais il y a aussi une population qui est analphabète, qui... Exactement. On parle de 23% qui n'ont jamais fait Été l'école, à l'école. entre guillemets. Donc, est-ce que les parents, donc, dont parle M. Ouattara ici, peuvent jouer ce rôle-là d'enseignants à domicile, c'est-à-dire suivre leurs enfants de manière académique Mais à la maison? moi, je pense que ces 27%-là, c'est en grande partie ces parents-là. Parce que on peut constater, ça c'est tout le monde l'a vécu, tout le monde le sait, qu'un parent qui a réussi scolairement va forcément pousser son enfant vers la réussite. Alors qu'un parent qui n'a pas forcément conscience de l'intérêt, L'importance même de l'importance, de l'intérêt d'aller à l'école, de l'importance de l'instruction. Ben, forcément, il aura toujours tendance à dire à son enfant, ben, cette histoire-là, soit tu m'accompagnes au champ et tu manges le soir, soit si tu viens pour le champ, c'est ton école que tu vas manger. C'est des phrases que l'on entend et qu'il ne faut pas occulter ici, je pense. Donc, déjà, moi, je dirais que les parents, on doit être conscient que les parents ne sont pas toujours au rendez-vous aussi à cause de ce genre de raisons. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un personnel d'encadrement supplémentaire dans les établissements. Je parle des psychologues, des conseillers d'orientation. Ouais. C'est pour être ce relais-là. C'est pour compenser à ce potentiel manque. Tant mieux pour celui qui se sent boosté à la maison, mais pour celui qui a un parent qui n'a pas forcément conscience de cela, qu'est-ce qu'on en fait? On dit, ben, faute à tes parents, tu te débrouilles. Ouais. Bon, je pense que ce personnel-là doit être bien formé et motivé. Ne pas arriver à être conseiller d'orientation parce que ben, c'est le seul concours que j'ai réussi. Je vais aller là-bas et puis je m'assois en classe. Je demande simplement aux enfants, tu veux faire quoi après le bac? Je veux faire droit. On remplit la fiche droit. Non, je pense que l'on devrait aimer ce que l'on fait aussi. Oui, Boris, avant que Dorian ne rebondisse. Oui, si je peux prendre aussi répondre par rapport à votre question. Bien sûr. Je dirais que d'abord, c'est la cellule familiale qui joue d'abord le rôle primordial dans le premier rôle dans l'éducation et dans le futur de l'enfant. Parce que si les parents ne prennent pas d'abord leur responsabilité pour dire ok, nous devons éduquer notre enfant pour que demain il soit la relève. Et mais maintenant aussi, moi je ne vais pas trop jeter l'anathème sur les parents. Moi, c'est par rapport sur le curricula, sur la pédagogie, c'est ce qu'on nous enseignait. Parce qu'aujourd'hui, on parle de formation et de l'emploi. Si beaucoup de gens aujourd'hui sont au chômage, c'est parce on se dit peut-être qu'on a fait des mauvais choix. On se rend compte qu'on a fait des mauvais choix par rapport au développement économique du pays. Et cette orientation-là. Oui, par rapport à cette... Et qu'est-ce qui a la cause? Moi, je dis que c'est l'État qui a la cause. Parce que si l'État avait à un moment, soit peu en aval, réduire... pour dire que dans les perspectives de son développement, avait su que d'ici 2020, j'aurais besoin des gens, ceux qui font en qualité hygiène sécurité, des botaniques, des biologistes, des agronomes, des astrophysiciens, des médecins. Je dois revoir ma pédagogie parce que ce qu'on a aujourd'hui comme héritage de l'éducation, c'est de la colonisation, c'est l'éducation de la colonisation parce qu'on formait des administrés pour reprendre le relais après les indépendances. Mais maintenant, on est arrivé en 90. Moi, je pense que c'est à partir de 90 que l'État devait avoir maintenant des perspectives de développement en ce qui concerne le pays pour dire, bon, ok, on doit former des agronomes, on doit former des médecins, on doit former des techniciens, on doit former des plombiers. Parce qu'on aura besoin des hôpitaux, parce qu'on aura besoin des routes aujourd'hui. On a des administrés, voilà. Aujourd'hui, on est resté dans le modèle de formation des administrés. Donc, ça veut dire que la littérature en général... Bon, aujourd'hui, je ne suis pas contre parce que moi-même, je suis un peu produit. De la littérature. De l'éducation précoloniale. Ou postcoloniale. Alors, Dorian, tu voulais rebondir avant que je te relance? Oui, Mitterrand, rapidement, d'abord rebondir sur l'intervention de Lionel, ensuite embrayer sur celle de Boris. Pour dire tout simplement que ici, la responsabilité des parents, qui est d'ailleurs appelé, ne concerne pas principalement le domaine académique. Il s'agit surtout de l'encadrement. C'est là où les parents sont attendus.
lorsque vous avez par exemple votre enfant, votre gosse, votre lycéen de 11 ans, 12 ans, qui doit se rendre à l'école demain et que vous ne veillez même pas à ce qu'au plus tard à 17h, 18h30, il soit déjà à la maison, c'est là un véritable abandon parental. C'est dans ce sens que il ne s'agit pas ici de pointer du doigt le background des parents et de se dire qu'est-ce qu'ils sont tous des maîtrisards, est-ce qu'ils sont tous des docteurs. Non, tout simplement, c'est cet encadrement, cette rigueur parentale qui est ici décriée. Mais comment vouloir installer cette rigueur-là dès lors où le parent ne connaît pas le bien fondé de cette rigueur? Non, je ne crois pas aujourd'hui qu'en 2023, honnêtement, qu'il y ait des parents qui ne portent pas les ambitions académiques de leurs enfants. Je crois que ça existe. Oui, tout à fait, Lionel. Mais il faut nous appesantir sur les généralités au lieu de rentrer sur quelques particularités. Aussi de cela. Il faut qu'on avance avec tout le monde. Tout à fait. Ne pas laisser certains sur le bas-trottoir. Il faut tenir compte tout à fait de toute cette pesanteur-là. Mais seulement, il nous faut nous attarder sur ça. Voilà, on risquerait de passer à côté de la problématique. Voilà. D'un et de deux. Et pour aller dans le sens de Boris, je voudrais embrayer là-dessus pour dire aujourd'hui, et M. Ouattara l'a relevé à l'entame de ses propos, qu'il faut aujourd'hui que le système éducatif gabonais porte les ambitions de notre développement économique. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas comprendre que vous avez ce qui est censé être mis en œuvre, notamment depuis que le président Ali Bongo Ondimba a accédé au pouvoir en 2009, sur la base du programme L'Avenir en confiance, décliné en plan stratégique Gabon émergent. Oui, il a mis en exergue notamment le Gabon vert, le Gabon industriel, le Gabon des services et un peu plus tard le Gabon bleu. Oui. Que l'on n'ait pas su mettre en place des politiques publiques qui puissent, dans le système de l'éducation et de la formation, des politiques publiques qui puissent porter ces ambitions économiques-là. Et ça revient à la question que tu as relevée tout à l'heure, le constat que tu as relevé tout à l'heure, autant pour moi, concernant notamment l'implantation dans notre pays de la société, la multinationale singapourienne, Olam, pour ne pas la citer. Oui. Vous voyez, on a voulu créer, on n'a pas voulu que, on a mis en place, porté par les ambitions du président de la République, la zone économique spéciale d'une COG, qui dès le départ avait vocation de recevoir sur son emprise des entreprises qui font dans la transformation du bois. Mais que curieusement, jusqu'à présent au Gabon, on n'est pas une école de qualité qui forme dans les domaines et les métiers du bois. Ce n'est pas que ce projet n'existe pas. Il existe un projet gouvernemental sur la création et l'implantation à Boué de l'école des métiers du bois. Là encore, malheureusement, on semble avoir mis la charrue avant les bœufs. J'aimerais insister sur un aspect que j'avais déjà évoqué ici. Que de dire que cette volonté politique ne portera pas ce fruit si elle ne se double pas de l'implication des universitaires, des chercheurs, dont la vocation consiste à matérialiser, à réfléchir sur les curricula au niveau de l'implémentation et de la mise en œuvre de cette vision-là. Et c'est là où j'aimerais ouvrir, pour votre gouvernement, la préoccupation qui concernerait l'auto-employabilité. Qu'est-ce qui est fait au jour d'aujourd'hui pour que, au niveau des formations, de l'offre de formation en territoire gabonais, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait des formations qui orientent plutôt vers l'auto-employabilité. Ailleurs, dans des pays comme les États-Unis, on commence par trouver un travail dans la fonction publique, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le but de rechercher comme ce n'est que un passage pour se permettre un tremplin pour se projeter vers donc avant de se projeter dans l'auto-employabilité. Ce qui est l'inverse chez nous. Chez nous. L'objectif ultime, c'est d'aller dans la fonction publique et mourir là-dedans. Prioriser les formations qui finalement devraient nous conduire dans une intégration à la fonction publique. Exactement. J'aimerais rebondir par rapport à sa proposition. Oui, rapidement, s'il te plaît. Oui, rapidement. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin de construire
des écoles pour l'agriculture et le bois. Mais les enfants vont aller à Non, l'école où? moi, je reviens sur même pour dire, on n'a pas besoin. Ces filières qu'on va enseigner dans l'école de l'agriculture de Mandjouloulou, ou bien, je sais pas, quelque part dans l'Angounier, et à Aboué, on n'a qu'à apprendre ces curricula, ces enseignements, on les introduit dans l'enseignement général. À l'époque, on avait agriculture au primaire. Non, ça c'était c'était l'initiation, mais maintenant on fait de l'agriculture industrielle. On peut enseigner à partir de la 6e, on fait une matière de l'agriculture industrielle. On fait à partir de la 6e de transformation du bois industriel, quand ça devient des matières qu'on peut développer, tout un circuit de la 6e en terminale. Ça c'est à rien de faire des écoles. Oui, Boris, mais seulement si je suis ta logique, ça veut dire qu'on ne dispenserait même pas des cours d'histoire géo dans la mesure où on ne dispenserait même plus à l'université des cours d'histoire géo parce que ce sont des matières qui sont dispensées tout le long de notre cursus de lycéens. Donc, on réduit. Parce qu'aujourd'hui, justement... Ça veut dire que ça peut devenir des matières optionnelles. En option. C'est comme ça se passe en Europe. Mettre ça en option encore, ce sera un peu jeter une goutte d'eau dans l'océan parce qu'on se dira, je ne connais même pas qu'est-ce que c'est arrivé hier. Je fais comme j'ai trouvé les anciens fonds. La matière en option, ce sera juste peut-être en passant. Avant de lire 2 ou 3 messages, je voudrais rapidement, Boris, Dorian, s'il te plaît, excuse-moi, est-ce que tout ce que nous avons soulevé ici, la question s'adresse à vous deux. Est-ce que tout ce que nous avons soulevé ici ne serait pas dû à cause de la faiblesse des allocations budgétaires pour l'éducation? Dans certains pays, la marge en Afrique, c'est 19%, mais au Gabon, c'est 13,4% du budget total du pays qui sont affectés à l'éducation. Est-ce que tout cela ne serait pas aussi peut-être un frein, ne considère pas aussi un frein peut-être pour mettre en place une réelle politique de développement du secteur éducatif? Ce faible budget-là qu'on impute, qu'on affecte à l'éducation. Bien évidemment, dis-moi ce que tu verses dans l'assiette. Dis-moi ce que tu manges. Je te dirai qui tu es. Pour moi, il y a forcément un lien entre l'apport budgétaire et la qualité de l'école ou de produits qui sont formés dans ce système scolaire. Oui. Donc, bien entendu, cela ne peut pas tout expliquer, mais il n'en demeure pas moins vrai que, franchement, quand on vise une éducation d'élite, il va falloir qu'au niveau de l'effort budgétaire, que ça puisse suivre. C'est mon point de vue. Oui, Mitterrand, justement, pour répondre à ta question, comme le disait d'ailleurs le président John Fitzgerald Kennedy, si l'éducation coûte cher et si on l'ignorance. Ce qui est assez pénible dans de compréhension dans notre pays, c'est le fait que si vous vous souvenez, en 2010, le gouvernement de la République avait initié avait organisé du temps du ministre Mutunga à l'éducation nationale, ce qu'ils ont appelé les États généraux de l'éducation et de la formation. Ces assises-là visaient principalement à apporter des solutions idoines aux maux qui minent le système éducatif gabonais de long en large. Il y avait donc des recommandations structurelles, des recommandations même budgétaires. Je pense bien que la phase s'étalait sur 10 ans d'investissement sur le plan des infrastructures, sur le plan de la formation, de la formation des enseignants, voilà, et tout ce qui va avec. 10 ans, c'est bien, ça fait 10 ans aujourd'hui, 2010, 2020, 10 ans après. Jour pour jour même d'ailleurs. Jour pour jour, serait-on tenté de dire quel bilan peut-on faire justement de l'application des recommandations issues de ces états généraux-là? On pourrait dire, sans risque de nous tromper, que ça a été un véritable flop à ce niveau. Récemment encore, pour ne pas aller, récemment encore, en 2018, le chef de l'État a aussi, sous ses instructions, la task force sur l'éducation et la formation aussi. Une fois de plus, des recommandations ont été faites. Bon, on dira, nous sommes à 2 ans
du rendu du rapport, ou de la présentation du rapport au chef de l'État. Et encore, ce qui est intéressant aujourd'hui, M. Mitterrand, c'est que celui qui était président de cette task force sur l'éducation et la formation n'était autre que l'actuel ministre de l'Éducation nationale, le professeur Mungama Daouda. Donc, c'est fort à parier peut-être qu'il sera certainement mieux que lui finalement pour mettre en application les recommandations issues de ces assises-là. Ouais, Rodrigue, je m'en voudrais de laisser passer cette question. Je m'en voudrais énormément. Oui, vas-y rapidement, il y a les messages qui pleuvent là. Mais pour rapidement dire, en réalité, c'est quoi? C'est 14% du budget, c'est ça? 13,4%. du budget. Alors que la moyenne en Afrique, c'est 19%. Il y a un autre C'est la moyenne en Afrique. Il y a un autre fait, je ne suis pas économiste, mais il y a un autre fait que l'on ne dit peut-être pas assez, mais qu'il faut tout de même prendre en compte. C'est à combien s'élève le budget de ces autres pays-là? Donc ça, c'est la moyenne africaine. Non, oui, à combien s'élève le budget de ces autres pays-là? Pour quelle population? Non, ça, c'est un phénomène. On fait un ratio, le plus gros budget, le plus petit, on imagine. Je pense que si on fait le ratio entre le montant du budget et le nombre d'apprenants, le Gabon a un budget assez important pour l'éducation. Je pense que si on fait ce ratio-là... Mais ça, c'est pas moi qui le dis, ça, c'est un rapport de la Banque mondiale. Oui, mais 13%, c'est beaucoup, 13% du nous sommes budget, d'accord. Ça, c'est la Banque mondiale qui le fait. Et c'est la Banque mondiale qui dit que au Gabon, l'éducation n'a pas trop d'argent. Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais quand on pense que le Gabon est l'un des pays en Afrique qui a des plus gros budgets et enlever 13% de l'un des plus gros budgets d'Afrique donné à l'éducation, c'est beaucoup plus que les 23% que certains pays donnent à leur éducation. Moi, je pense que le problème n'est pas au niveau du financement. D'accord. Non, je pense que sur le financement, il n'y a pas de problème. Peut-être au niveau de la malgouvernance. Le Gabon pourrait même donner encore, moi je vais oser le dire, le Gabon donnerait 7%. Avec une meilleure gouvernance, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je pense que le problème se trouve dans la gestion de la manne financière allouée à l'éducation et pas ailleurs. D'accord. Voilà. Moi, c'est surtout la vision qu'on veut donner à l'éducation. Exactement. Alors, on va lire quelques messages. Chéril, qui nous écrit depuis Charbonnage. Oui, la formation au Gabon est nulle. C'est pour cela que la plupart se déplacent pour aller à l'étranger. Parce qu'on n'a pas des structures adéquates. Ah, on va aller au Sénégal. Zoué, Firmin, ça c'est un professeur. Il est à Makoko. Oui. Il dit, je suis professeur de sciences physiques, mais je suis d'accord que la formation dans notre pays n'a pas de niveau tant qu'on ne met pas assez de fonds et que les problèmes de fonds ne sont pas débattus. On ne sera pas sorti tôt de l'auberge. Alors, je pagine. Rose Mugiama, elle dit, oui, la formation est trop chère d'ailleurs au Gabon parce que pour être bien formé, il faut aller dans une école et payer cher. Et les enfants de pauvres vont seulement aller à l'UOB. Et on va lire un dernier message. Il y en a beaucoup vraiment. Et puis le temps ne joue pas en notre faveur. On va prendre un dernier message. Ça c'est à Logo qui dit que il écrit d'où OIM. Finalement, on aura un fan club à OIM aussi. Ouais. À Logo qui dit que il est d'abord important d'assainir le milieu et de prendre tous ceux qui utilisent l'argent de l'État. Qui utilisent l'argent de l'État pour leur fin. Et nous, on n'a pas de bourse depuis. Alors, là, on ne pourra pas lire tous les messages. De toutes les façons, vous pouvez aussi interagir sur la page. Elle sera opérationnelle et bientôt, la page Facebook de l'émission. Merci déjà pour vos participations et c'est très intéressant. On va, avant de passer à la dernière rubrique pour peut-être clôturer l'émission, il y a aussi un problème, Monsieur Ouattara, qui est très, très, très important. On a parlé des enseignants, on a parlé du système éducatif qui est un peu caduque, mais il y a aussi le problème de l'absentéisme des enseignants qui abandonnent des postes. Là, on les affecte dans les régions un peu plus reculées. Et qui, malheureusement, ne sont pas sanctionnés parce qu'ils sont nommés par leurs amis, entre guillemets, et qui ne reçoivent pas de sanctions. Et les enfants, c'est eux qui en pâtissent. Bon, vous savez, face à la problématique telle que vous la présentez, il est difficile ici d'avoir à donner une réponse qui satisfasse toutes les parties, tout simplement parce que
on se retrouve comme dans un cas de figure d'un serpent qui se mord la queue. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui, au terme de sa formation, se retrouve envoyé à prendre un poste à l'intérieur du pays. Lorsque le monsieur arrive sur place, il a du mal par rapport à ses conditions d'accueil, à ses conditions de vie, et sans oublier qu'il n'a pas de salaire à son arrivée. Il est souvent difficile d'accepter de travailler dans ces conditions-là difficiles. Mais pourquoi donc on est allé à la formation, sachant qu'après on pourrait être affecté dans un lieu sinistre, entre guillemets? Mais je pourrais vous retourner la question. Pourquoi alors, de la part des autorités de tutelle, ne mettraient-ils pas en amont toutes les conditions nécessaires de manière à ce que, lorsque quelqu'un qui est affecté en province arrive, qu'il puisse tout de suite être pris en charge par rapport à un minimum vital. Voici la problématique. Donc, à ce niveau-là, franchement, de mon point de vue, les torts sont partagés. Donc, selon vous, ces enseignants-là, qui sont considérés comme des militaires, hein, parce qu'un enseignant, c'est comme un soldat. Il est appelé à servir partout où besoin se fait sentir. Donc, vous êtes d'accord qu'il ne reçoit pas de sanctions? Je ne soutiens pas le fait qu'ils ne reçoivent pas des sanctions. En même temps, moi, j'estime que je m'en tiens au principe selon lequel un homme, une mission et des moyens. D'accord. Dorian, qu'est-ce que tu peux dire à propos? Ceux qui sont les absentéistes notoires là, et qui abandonnent les postes et qui ne sont pas sanctionnés. Oui, mais ça aussi, c'est une cause de dédoublement, des redoublements dont on parle aujourd'hui, et de la formation qui va prendre un coup. Oui, bien sûr, dans la mesure où si un enseignant ne rejoint pas son poste d'affectation, ce sera nécessairement un enseignant déficitaire dans les effectifs, dans les effectifs, voilà, de l'établissement qui est censé l'accueillir. Maintenant, c'est vrai qu'il est difficile, très humainement, il est difficile de plaindre sinon de condamner ces enseignants-là qui refusent du fait que les conditions d'accueil, comme l'a relevé monsieur Ouattara, ne sont pas des plus accueillantes. Il est véritablement difficile de les condamner, mais seulement, et M. Ouattara aussi l'a relevé tout au tout début de ses propos, lorsque l'on a décidé d'embrasser un corps de métier par vocation, ça veut dire qu'on en devient le soldat, et que par conséquent, on est appelé à servir partout où besoin se faire ressentir. Donc à partir de cet instant précis, dès lors qu'on se fait enseignant, on accepte le principe d'être affecté partout, même où les conditions sont les plus téméraires, sont tout simplement difficiles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, si on perçoit un salaire, si on a été recruté, pour dispenser des cours dans tel ou tel établissement situé à telle ou telle localité reculée de notre pays, on n'a pas le choix, finalement, que de s'y rendre. Devrait-on le faire au péril de sa vie? On a récemment vu, pour vous le rappeler, le personnel médical en pleine crise du Covid, n'est-ce pas? Régember, vociférer, réclamer des conditions de travail idoines pour qu'ils puissent accomplir leur mission. Et tout ce qu'ils réclamaient, ce n'était que des moyens. Et pourtant, le pronostic vital des uns et des autres parmi les malades était engagé. Cela ne les a pas empêchés de réclamer à haute et intelligible voix qu'il leur fallait des moyens. Oui, monsieur Ouattara, mais c'est un peu cela aussi. Seulement s'il faut attendre que toutes les conditions soient réunies, on reste à la maison et puis mais je pense qu'il y a, on attend le jour. On aura un gros nombre de nos apprenants, de nos enfants, de nos petits frères, de nos petites sœurs qui se retrouveront qui n'auront finalement plus droit à l'école. Mon petit frère qui a Moulegui Binza, on peut citer plusieurs localités, voilà, tout simplement. De toutes les façons, quand on a fait le serment d'Hippocrate pour les médecins, il faut arrêter d'être hypocrite. On va donc aller donc avec cette dernière rubrique de notre émission. Parlons
BuzzNet, puisqu'on parle de l'école, on parle des enseignants, mais on parlera aussi des responsables d'établissement. Parce que c'est le business aussi. Tout de suite maintenant, on prend la rubrique Parlons BuzzNet et on revient pour clôturer l'émission. Ben oui. Alors, parlons peu, parlons vrai, notre émission, nous sommes presque à la fin, c'est la dernière rubrique Parlons peu, parlons BuzzNet avec Boris Chaldi au pas de course. Alors Boris Chaldi, nous sommes tout de suite. Ouais, je suis avec vous pour dire que vous avez commencé en disant que 20 plus 20 égale 40. Et 20 plus 20 égale 40. Et que quarantaine. Quarantaine. Dommage pour te dire que sur les applications, aujourd'hui on n'est plus en quarantaine. Comme la dernière fois, la semaine passée, nous avons vu des applications de visioconférence, de travail à distance. Aujourd'hui, nous allons voir la particularité de ces applications qu'on utilise, Facebook et Instagram, pour dire que pendant la période de confinement, on n'est pas en quarantaine. On peut bien on peut bien regarder son concert, on peut assister à une conférence, tout ceci étant à la maison à travers du live. Aujourd'hui, les 2 premiers trimestres de l'année 2020, les gens ont passé plus de 80% de leur vie sur les lives de Facebook, si on peut avoir l'image de la page live Facebook. Voilà. C'est une application qui a été créée par Facebook en 2014, dont le nombre de personnes a augmenté depuis les 2 premiers trimestres. Donc on est passé de 16 millions d'abonnés sur live Facebook et Instagram. Par la suite, si on peut avoir aussi le live d'Instagram. Donc le nombre aujourd'hui, surtout avec 20 millions de personnes qui utilisent Facebook Live, soit pour assister à un concert de son artiste, soit pour assister à des catalogues challenge, comme on a vu ici au Gabon, avec Franck Bapunga. Non, c'était d'abord Franck Bapunga et... Non, là, c'est d'abord Franck Bapunga et leur commune. Est-ce que vous connaissez le nombre d'utilisateurs, le nombre d'abonnés qui étaient connectés à ce catalogue challenge? C'était 13 000 personnes. 13 000 abonnés. Et ça veut dire en direct. Donc, du début jusqu'à la fin. Oui, du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que c'était un concert où on peut trouver 13 000 personnes. En concert, tu es chez toi, dans ton canapé, tu suis tes 2 artistes. Au Gabon, on fait très difficilement 13 000 personnes dans une salle de concert. Et il n'y en a même pas de salle de concert. Et par la suite, si on peut voir la photo qui suit, ça c'était maintenant le catalogue challenge de 8 entre Dongoula et Simon Moula qui a fait 20 000 personnes abonnées. Mais on a boycotté les gars. Ça c'est au début. Ça c'était au début. On a vu une connexion de personnes, 10 000 personnes en 20 minutes. Ça c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut bien rester chez soi et être connecté à travers le monde. Peut-être suivre les cours de ton professeur qui se trouve en France, ou regarder un concert, ou ceci. Donc, ça veut dire que voilà, la période dite entre griffes, que moi j'appelle confinement, on n'était pas là. Mais maintenant, on va passer à cet élément on était dans le cadre du net. Maintenant, si on part dans le cadre du business, là, on va voir qu'aujourd'hui, comme on a parlé des médecins qui réclamaient, mais au Rwanda, les médecins n'ont pas réclamé parce que on a eu l'aide des robots. La structure Zaroba Africa Robots, c'est une société belge installée au Rwanda qui fabrique des robots humanoïdes. Humanoïdes, ça veut dire par là que ce sont des robots qui sont comme des hommes avec qui sont pipettes, la tête, les bras et tout comme ça. Ce sont ces robots qui ont contribué à ce que le personnel de santé ne soit pas trop infecté dans les hôpitaux là-bas au Rwanda. Les robots ont pris le relais. Dans le service, oui. Au plus proche qui sont au contact des malades. Donc ils distribuent les repas, ils prennent des tensions, ils prennent tout ça. On va regarder cette vidéo si la régie est prête et vous allez comprendre comment ça s'est passé. Il faut se rendre dans la banlieue de Kigali pour rencontrer des travailleurs de santé peu ordinaires. À Kazuba, Ikizere et Ngabo. Ces robots ont été déployés par l'État rwandais dans ce centre de traitement Covid-19. Objectif, réduire les contacts entre le personnel de santé et les malades. Les robots nous aident à réduire les risques de transmission, que ce soit du côté de notre personnel ou des patients. Avant de les avoir, nous leur rendions visite 2 à 4 fois par jour. Mais maintenant, 2 visites suffisent quotidiennement. C'est dire à quel point ces robots sont utiles et ont un impact, car ils nous aident à réduire le contact avec les patients. Ces robots ont été fabriqués par une société belge
et financés par le programme des Nations Unies pour le développement. Leur coût, un peu plus de 3 000 €. Chaque robot serait capable de capturer les données des patients, de leur livrer de la nourriture et des médicaments, mais aussi de détecter certains symptômes du coronavirus. Le robot a été développé pour travailler dans un endroit où il y a un flux de personnes. Ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui se passent et notamment le triage de ces personnes par rapport à la fièvre ou par rapport au port du masque. Aujourd'hui, on parle d'un hôpital, mais ça peut être un cinéma demain ou ça peut être une salle de concert après-demain. Au Rwanda, 2 autres robots, Mwiza et Urumuri, ont été déployés dans le 2e centre de traitement de Covid-19 dans le sud-est du pays. Grâce à un confinement drastique et une campagne de dépistage minutieuse, le Rwanda est l'un des pays d'Afrique avec le plus faible nombre de cas de contamination au coronavirus. Et voilà, on dit merci au robot. Wow. Et dernièrement, là, il y a un monsieur, un Gabonais, qui a aussi inventé un robot. Il a fait la présentation au rôle de Gabon Première. Et je pense que le ministère de la Santé va jeter un regard aussi pour venir en aide à ce monsieur, pour pouvoir un peu mettre en place ce robot. Ça veut dire par là qu'aujourd'hui, ça c'est ce qui était sur le BuzzNet aujourd'hui, le catalogue challenge avec les lives aujourd'hui, on n'est pas confiné, on est en live. Et les robots, oui. Mais Boris, concernant justement le catalogue challenge, moi je voudrais savoir comment les artistes font finalement pour se rémunérer, puisqu'on sait qu'en temps normal, lorsque les concerts sont faits dans les salles de spectacle, ils se rémunèrent sur la vente des tickets. Mais finalement pour le catalogue challenge, comment ça se passe? C'est à titre gratuit ou bien il y a un autre mécanisme? Là, c'est notre mécanisme à voir avec l'organisateur. C'est Facebook qui rémunère à travers les likes, le nombre de personnes connectées, et touche des royalties par rapport à ça. Ah, très bien. Le Rwanda, toujours un pays en avance. Un pays modèle de l'Afrique que tout le monde envie, mais on peut faire aussi comme au Rwanda, il suffit juste une bonne volonté politique. On est en train de clôturer cette émission, M. Ouattara. Merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour la fin? Le mot de la fin? Comme mot de la fin, je dirais tout simplement que nos élèves gabonais méritent une éducation de qualité. Et que je lance un appel solennel à l'endroit de tous les acteurs, aussi bien politiques que les acteurs qui interviennent dans les secteurs éducatifs gabonais, que tout soit mis en œuvre et que tout le monde travaille en synergie pour faire en sorte que l'on relève ensemble les défis pour donner aux jeunes Gabonais une éducation de qualité qui puisse répondre aux standards. Synergie des actions, résultat optimum. Alors, Dorian, qu'est-ce que tu peux dire pour la fin? Quand on sait qu'aujourd'hui, notre thème, c'était formation pour quel emploi? Qu'est-ce que tu peux dire à l'endroit, peut-être ceux qui nous regardent, s'ils peuvent, ou alors s'ils t'écoutent, d'une bonne oreille? Oui, simplement dire à ceux et celles qui conduisent autant pour moi les politiques publiques en matière d'éducation, qu'aujourd'hui, il faut que l'ossature de notre système éducatif porte véritablement notre ambition ou nos ambitions économiques. Parce qu'aujourd'hui, le constat, il est désolant. Il est véritablement désolant à la mesure où il y a un véritable décrochage entre les offres de formation, la qualité même de la formation et les offres en termes d'emploi présentées par les entreprises. Donc il est aujourd'hui important que les gouvernants d'abord prennent véritablement la mesure, qu'ils suivent aujourd'hui les orientations, sinon les directives qui ont été données par le chef de l'État, et que finalement on voit l'école gabonaise reprendre ou se voir retrouver ses lettres de noblesse. Oui, elle ne va pas renaître de ses cendres. Pas renaître de ses cendres, elle n'est pas morte. Elle n'est pas encore morte, heureusement pour nous. Alors, c'était super. On avait cet après-midi, chers téléspectateurs, des invités de haut vol avec qui on a passé du très bon temps. 90 minutes se sont écoulées. Le temps de match de football, les championnats ont repris en Europe. Nous avions monsieur Jean-Christophe Génis Tamba, qui est donc responsable communication de Emploi et Stage du Gabon, qui ont fait la première partie de ce programme, et monsieur Ouattara Félix, enseignant, chercheur, doctorant en économie forestière. En deuxième partie, nous avions monsieur Dorian Herschel Messing Maseko, consultant permanent désormais de ce programme, avec qui nous avons dévisé sur ce sujet. Quelle formation pour quel emploi? À présent, cette émission est terminée, comme il aime souvent le dire, notre grand frère
un mastodonte, une icône, je dirais même une légende de la communication, M. Alain Foka. Cette émission est à présent terminée, mais les programmes, eux, ne sont pas terminés sur Nour Télévision. Ils continuent. Restez donc scotchés et suivez nos programmes. Mais je ne saurais partir sans dire merci à l'équipe technique qui s'est mobilisée cet après-midi, comme d'ailleurs tout le temps, pour vous proposer ce programme qui a été donc chapeauté, dont le capitaine est M. Abdul Razak, suivi du vice-capitaine M. Cheryl Moudoula. Fleury était là aussi, supervision de Mme Oumou Werni, qui est rédactrice en chef de la télévision Nour, et M. Issa Abessolo, le directeur général, à qui nous disons merci pour toute sa mansiétude. Au revoir, retrouvons-nous samedi à la même heure, même chaîne, toujours avec la même motivation. Inch'Allah.